Dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi le végétarisme et le véganisme sont des outils de castration et de contrôle social. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a 3 ans, mais qui a été récemment supprimée par YouTube, c'est-à-dire censurée, parce que j'ai eu le malheur de parler à la fin de cette vidéo. Donc je vais refaire cette vidéo mais en omettant la conclusion qui leur avait pas plu. Si vous voulez voir quelle était ma conclusion qui m'a fait être censurée, je vous mettrai le lien de mon article qui m'a servi de script sous cette vidéo si vous voulez aller le lire. L'abstinence de viande dans le monde occidental a quasiment toujours été mise en place pour des raisons religieuses, hormis peut-être dans la Grèce antique où les philosophes débattaient de l'éthique de tuer des animaux. L'abstinence de viande a surtout été le fait des moines et moniales pendant le Moyen-Âge. Le Concile de Braga en 561 déclare pourtant que la viande est une nourriture naturelle pour l'homme. Cependant, ce concile autorise de s'abstenir de viande pour châtier son corps. La règle de Saint Benoît interdisait absolument la viande des quadrupèdes et même les légumes assaisonnés de gras animal étaient interdits. Les moines et ecclésiastiques comme Saint Jérôme, Jean Cassien, Isidore de Séville ou Raban-Mort étaient tous en faveur d'un régime frugal et végétarien pour inhiber la sexualité. En effet, selon eux, la nature chaude et humide de la viande nourrit les instincts sexuels. Un régime à dominante végétale était valorisé en termes de vertu et de sainteté, opposé au régime alimentaire aristocratique riche en viande, symbole de force et de puissance. Aux oratores s'abstenant de viande, chastes et désarmés, répondent dans l'ordre social médiéval les potentes, mangeurs de viande, voués au mariage et à la reproduction et porteurs d'armes. Cependant, la viande est autorisée aux moines et aux moniales quand ils et elles sont malades. En conséquence, les infirmeries avaient souvent leur propre cuisine indépendante du reste de l'abbaye où était préparée la viande. Une exception pouvait aussi être faite quand les moines avaient une surcharge de travail. Ils pouvaient manger de la viande car elle leur donnait plus de force. Les documents de l'abbaye de Mozac indiquent que les moines de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution ne mangeaient pas de viande sauf s'ils étaient malades. Je cite, « Tous s'en abstiendront absolument, sauf les malades très affaiblis ». La viande était donc considérée comme un aliment promoteur d'énergie vitale, permettant une guérison plus rapide et une amélioration de la force physique. Les moines n'en consommaient pas car la sexualité était selon eux une diversion qui les éloignait de la spiritualité. Ils savaient que ne pas consommer de viande était néfaste pour leur santé, mais c'était une manière de châtier leur corps pour expier leurs péchés. Une distinction assez forte était faite entre les différents produits animaux. Les moines étaient autorisés à manger des poissons pour remplacer la viande, ainsi que du beurre, de la crème, du fromage, un peu de lait, des œufs et beaucoup de grenouilles et d'escargots. Concernant la volaille, elle était considérée comme moins dangereuse en matière de libido que la viande de quadrupède, mais les moines devaient tout de même s'en abstenir sous peine de favoriser le plaisir des sens. L'effort des moines pour supprimer leur libido autant que possible ne portait pas seulement sur la privation de viande, mais aussi sur l'interdiction de consommer des plantes réputées aphrodisiaques, comme la sarriette, qui était interdite dans les jardins des monastères. Les peuples gaulois et germaniques précédant l'ère chrétienne étaient des peuples guerriers, où la consommation de viande en grande quantité était la norme. Dans la Gaule franque, au début du 5e siècle, dans le dialogue sur les vertus de Saint Martin, Gallus dit en substance à Sulpice qui lui propose de déjeuner d'une botte de légumes et de pain, je cite, « Sulpice, tu fais des tiennes à ton habitude, tu ne manques pas une occasion pour nous taquiner en matière de voracité. Mais tu es bien dur de nous forcer, nous autres Gaulois, à vivre à la manière des anges. C'est bon pour un pauvre Cyrénéen, un affamé par nécessité ou par nature. » Et plus loin, de forcer le trait en ajoutant, car l'excès de bonne chair est chez les Grecs de la goinfrerie et chez les Gaulois une disposition naturelle. La bière, autrefois appelée cervoise et consommée habituellement par ces peuples, était dépourvue de houblon. Le houblon, plante anaphrodisiaque contenant des phytoœstrogènes et donc néfaste pour le système hormonal des hommes, fut systématiquement ajouté à la bière à partir du XVIe siècle et c'est toujours le cas aujourd'hui. On peut se demander si cette plante anaphrodisiaque fut ajoutée pour limiter encore plus la libido des moines qui en consommaient. Le houblon fait toujours partie de nos jours des ingrédients incontournables de la bière. Donc si vous êtes un homme et que vous consommez de la bière régulièrement, vous savez à quoi vous en tenir. Plus récemment, c'est au XIXe siècle que le végétarisme connaît un regain d'intérêt. Ellen White, cofondatrice de l'Église adventiste du 7e jour, adopte et promeut un régime végétarien pour, entre autres, limiter le désir sexuel. John Harvey Kellogg, dont vous reconnaissez sûrement le nom puisque c'est lui qui a inventé les céréales du petit déjeuner, les Kellogg's, était membre de l'Église adventiste du 7e jour et cherchait un moyen de faire manger aux Américains des plats insipides, anaphrodisiaques, sans viande ni épices, car selon lui et l'Église adventiste, ces aliments causer l'excitation sexuelle et donc le péché de la masturbation.
C'est ainsi qu'il inventa les céréales du petit déjeuner pour remplacer le petit déjeuner traditionnel à base de bacon et d'œufs. C'est grâce, ou plutôt à cause de lui, que le monde occidental abandonna le petit déjeuner à base de produits animaux pour des céréales insipides, abaissant la vitalité et la santé de millions d'enfants depuis plusieurs générations. Il fabriqua et commercialisa également les premières viandes végétales au début du XXe siècle. En Australie et en Nouvelle-Zélande furent aussi développés les Weetabix par des membres de cette même église. Kellogg estimait que la masturbation détruisait la santé physique et mentale, mais aussi morale des individus. Il pensait que la masturbation causait le cancer de l'utérus, les maladies urinaires, l'impuissance, l'épilepsie, la folie, la débilité physique et mentale, l'obscurcissement de la vision et même la mort. Il recommandait la circoncision sans anesthésie pour les garçons, l'application de phénol sur le clitoris des filles et même carrément l'ablation du clitoris. Dans Plain Facts for Old and Young, il écrivit, je cite, « Un remède qui est presque toujours couronné de succès chez les garçonnets est la circoncision, en particulier lorsqu'il apparaît un phimosis. L'opération devrait être effectuée par un chirurgien sans anesthésie, car la brève souffrance qu'en ressentira l'enfant aura un effet salutaire sur son esprit, en particulier si elle est reliée à l'idée de punition, ce qui pourrait bien être le cas parfois. La douleur qui se prolonge pendant plusieurs semaines interrompt la pratique, et si elle n'a pas été trop profondément enracinée auparavant, elle peut alors être oubliée pour ne jamais revenir. » Kellogg proposa également de mettre aux adolescents des bandes de pansement aux mains, de les attacher, de couvrir leur sexe au moyen d'une cage brevetée, de leur coudre le prépuce ou de leur administrer des décharges électriques. Kellogg était aussi un eugéniste qui proposait de stériliser les personnes mentalement déficientes. Kellogg est aussi celui qui a inventé et popularisé le terme de fibre alimentaire, présente en grande quantité dans ces céréales de petit déjeuner. Avant lui, il n'était pas question de nécessité de manger des fibres indigestes pour améliorer sa santé. On est donc en droit de se poser la question si, tout comme l'abstinence de viande et d'activité sexuelle, les fibres sont réellement quelque chose de bon pour notre santé. Pour finir, une étude intéressante de l'université de Nottingham en 1998 sur près de 6000 femmes enceintes a trouvé que les femmes végétariennes avaient plus de chances d'accoucher de filles que de garçons. Alors que la moyenne nationale en Grande-Bretagne était de 106 garçons nés pour 100 filles, le ratio pour les femmes végétariennes était de 85 garçons pour 100 filles. Leurs explications pour ces résultats étaient que, premièrement, un régime végétarien est un stress pour le corps des femmes, ce qui signifie que les fœtus femelles, qui sont connus pour être plus robustes, survivent, tandis que les fœtus mâles, eux, ne survivent pas. Deuxièmement, un régime végétarien modifie l'acidité des sécrétions vaginales, créant un environnement hostile pour les spermatozoïdes porteurs d'informations génétiques masculines. Et enfin, le dernier point, c'est que le régime végétarien contient des composés chimiques qui imitent l'action des hormones sexuelles féminines, telles que les œstrogènes, dans un régime riche en soja par exemple. Donc en conclusion, on a vu dans cette vidéo que les régimes végétariens et véganes ont été promus à travers l'histoire, principalement par les religions, dans le but d'inhiber la sexualité de ses pratiquants et dans une optique de châtiment corporel. Le deuxième effet de cette privation de viande est d'abaisser aussi la force physique et l'agressivité. L'interdiction de manger de la viande ou l'incitation à manger moins de viande est toujours venue d'une volonté de contrôle de la population, soit par des groupes religieux, soit par des castes dominantes, comme on le voit encore aujourd'hui avec certains philanthropes, certaines élites qui promeuvent un régime végétarien ou vegan et investissent des millions de dollars dans le développement de viande végétale type Beyond Burger ou carrément de viande synthétique fabriquée en laboratoire pour soi-disant protéger la planète, améliorer notre santé ou encore pour sauver les animaux. Voilà, donc je vous mets sous cette vidéo le lien de mon article qui est en fait le script de cette vidéo si vous voulez voir le reste de la conclusion que je ne peux pas dire sur YouTube sans être censuré. Et puis vous verrez aussi à la fin quelles sont mes sources. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!